les GG en direct sur RMC Story aujourd'hui. Barbara Lefebvre qui est enseignante essayiste, Jacques Maillot, le fondateur de Voyagistes Nouvelles Frontières, Étienne Liebig qui est éducateur, anthropologue, et il est l'heure d'accueillir notre invité pour le grand oral des GG. RMC. Le grand oral des grandes gueules. Monsieur Fratani, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Marc Fratani, ancien attaché parlementaire de Bernard Tapie, auteur de ce livre Le Mystificateur, 25 ans dans l'ombre de Bernard Tapie, aux éditions de l'Archipel. Vous avez été au cœur du système Tapie, un système de corruption que vous décrivez dans votre livre, mis en place par l'ancien président de l'OM. Mais avant d'entrer dans le détail, pourquoi finalement avoir décidé de divulguer tous ces secrets, tout ce que vous avez pu faire avec Tapie toutes ces années? Je peux vous expliquer pourquoi j'ai rédigé ce livre et pourquoi il paraît aujourd'hui. Je suis rentré en contact avec Bernard Tapie en 1988, lorsqu'il s'est présenté à Marseille aux élections législatives. Et à cette époque, ça faisait 22 ans que j'avais une activité à Marseille en politique. Et j'ai décidé de m'engager avec lui pour deux raisons. La première, je pensais véritablement que ça pouvait être un homme providentiel pour la ville de Marseille. Et la seconde, il a engagé un combat contre le Front National, ce qui m'a également motivé. Et lorsqu'il a été élu en 89, il m'a proposé de devenir son attaché parlementaire, ce que j'ai accepté avec plaisir. Et je suis resté à son contact pendant pratiquement un quart de siècle. Et j'ai pris ma retraite en 2006, je suis quand même resté en contact avec lui. Et en 2016, il a eu une attitude à mon égard qui a été détestable. C'est-à-dire, il a fait échouer un projet professionnel que j'avais pour compléter ma retraite. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, non seulement de ne plus avoir de rapport avec lui, mais également d'écrire ce que je pensais pouvoir écrire. Une vengeance? Non, ce n'est pas du tout un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte. Je vais vous expliquer, et je vais être franc. J'avais la possibilité de me venger contre Bernard Tapie. Parce que je pouvais dire beaucoup plus de choses que ce que j'ai dit dans ce livre. Oh bon. Dans ce livre, je me suis limité à ne pas dire quelque chose qui soit susceptible de le renvoyer en prison. Donc j'étais en 2016. Il va y avoir une suite. Mais non, il ne va pas y avoir de suite. Attendez, vous savez des choses sur Bernard Tapie qui pourraient le renvoyer en prison? En 2016 ? Oui. Attendez, c'est pas moi qui vais le renvoyer en prison, mais il y a quand même aujourd'hui, je pense qu'il est toujours dans une procédure qui peut lui valoir des années de prison. Mais rassurez-vous, il n'ira pas en prison, sa maladie l'empêchera d'aller en prison. De la même manière, les 403 millions qu'on essaie de récupérer, il ne les rendra pas. Bon, mais ça fait partie de son génie et de sa manière de se comporter. Bernard Tapie est un véritable génie. Un magicien, un mystificateur, c'est ce que vous dites. C'est un mystificateur. En matière de communication, il n'a pas d'équivalent en France. Donc, c'est une personnalité. Ouais, mais c'est un grand mystificateur. Ouais. Mais ce que vous dites dans le livre, en fait, moi j'ai l'impression qu'on est sur des faits qui étaient plus ou moins connus tous déjà. Et vous avez pris bien soin d'aller sur des faits qui sont, pour beaucoup aussi, aujourd'hui prescrits. C'est ce que vous dites, monsieur Fratani. Ouais. Je me suis limité à ça. Ouais. Mais la différence c'est que beaucoup de personnes s'expriment au sujet de Bernard Tapie. Ils le suspectent de telle ou telle chose. La différence avec moi, c'est que je ne parle que de ce que j'ai vécu. Ouais, voilà, c'est la seule différence. Mais vous dites c'est un génie, c'est un escroc un mystificateur, mais vous avez accompagné toute cette mystification. Complètement, mais j'ai été complètement complice de Bernard Tapie. Donc, vous n'êtes pas très blanc non plus, vous n'êtes pas blanc. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Vous ne cherchez pas le pardon, vous dites. Attendez, je ne cherche pas le pardon. J'ai menti pour lui. Pour le mettre en valeur, j'ai manipulé. Mais je ne l'ai pas fait pour mon profit. Je n'ai jamais bénéficié d'avantages financiers en faisant de la politique. Je n'ai jamais cherché à être élu. Mais je croyais en cet homme, je pensais qu'il pourrait être pour la ville de Marseille providentiel, et je pensais pouvoir... Vous racontez que l'ère de Tapie à Marseille, c'est quand même une très longue période de corruption. Hein. Non, attendez. En matière de corruption, je ne fais que répéter ce qu'a révélé Jean-Pierre Bernès. Ce n'est pas moi qui ai dit que Bernard Tapie a corrompu, c'est M. Jean-Pierre Bernès. Et là, je peux rajouter, si vous voulez, que M. Jean-Pierre Bernès est le plus grand corrupteur du football français de tous les temps.
Sauf que... Et quand on dit ça, corrupteur, c'est quoi une corruption? Ben, il a avoué lui-même. Il a avoué lui-même. Et il ne l'a pas avoué à un journal. Il l'a avoué lui-même devant un juge d'instruction dont il a signé la déposition, qu'il a corrompu 45 joueurs français de football. Sauf que ces révélations ont été occultées par une chose. On en a très peu parlé. Pourquoi? Parce que ce sont des révélations qui ont eu lieu en 96. Et vous savez très bien qu'en 96, la France préparait la Coupe du Monde de 98. Oui, Donc les autorités du football français ont manifestement occulté les déclarations de Jean-Pierre Bernès. Et n'en ont pas parlé de peur que ce soit le grand scandale et que tout le monde soit éclaboussé. On ne pouvait pas laisser entendre que le pays qui organisait la Coupe du Monde avait corrompu le français pendant 4 ans. Ouais. Plus des arbitres dont on n'a jamais su les noms non plus. Mais les arbitres, écoutez, j'ai dit au journal Le Monde au mois de mars, à un journaliste, Laurent Tello, que j'avais porté une enveloppe à un arbitre. Oui. Je ne savais pas ce qu'il y avait de cette enveloppe, je pensais que c'était de l'argent. Je ne savais pas en contrepartie de quoi cette enveloppe était remise, puisque M. Bernès m'avait demandé de la remettre, je ne lui ai pas demandé l'explication. Mais j'ai remis cette enveloppe. Bon, les journalistes du journal L'Équipe ont lancé une investigation pour savoir quel était le nom de cet arbitre. Ils me l'ont demandé, je n'avais pas à donner son nom. Cet arbitre ne m'avait fait jamais de mal. Au contraire, il avait aidé le club, et j'étais supporter de ce club. C'était pour un match PSG-OM? Par contre, lorsque monsieur... Oui, je l'ai précisé, mais ce que le journaliste a révélé, c'est moi qui lui ai dit. C'est moi qui lui ai dit ce qu'il a écrit. Donc, par contre, je veux dire, quand M. Bernès a déclaré qu'il avait corrompu 45 joueurs, je n'ai pas vu un seul journaliste en France aller lui demander mais qui sont ces joueurs? Est-ce qu'aujourd'hui, certains aujourd'hui sont morts? J'en connais certains, puisque j'ai constaté quand le club jouait que parfois il y avait des visites à l'hôtel des joueurs. Qu'il n'avait rien à y faire. Mais tout ça, je n'ai jamais dénoncé ces faits pour 2 raisons. La première, parce que j'étais un supporter de l'OM et c'était bénéfique pour le club. Alors on peut dire que c'est amoral, je le reconnais. Et la seconde, parce que j'estimais que, comme M. Mauroy l'avait dit à l'époque, quand Marseille gagne, c'est le PS qui gagne, je pensais qu'effectivement, avec le football, il avait la capacité de profiter en politique. Alors, Jacques, vous avez mis 25 ans pour rompre avec Tapie, mais il vous a fait échouer un projet professionnel. Vous ne pouviez pas en discuter avec Tapie. Quel projet professionnel vous a fait échouer? Non, attendez. Je ne comprends pas, parce que vous aviez l'accès. Écoutez, en 2006... L'accès facile à Tapie. Non, mais vous allez comprendre, c'est pas grave. Je vais essayer de comprendre. On va quand même rester... Allez-y, là. Oui, mais non, mais je ne suis pas là pour y aller. Je suis là pour expliquer, pour répondre aux questions qui sont susceptibles d'être posées par rapport au livre. En 2006, je suis à la retraite, je prends ma retraite. Bon, ce n'est pas une retraite de ministre. Je peux même vous dire que ma retraite, à l'époque, elle était de 1 600 € par mois. Bon, voilà. En 2015, après les élections municipales de 2014 à Marseille, on me propose une activité salariée, en complément de ma retraite. Bon, je l'accepte, et on me propose un petit salaire réduit de 1 500 €. Un contrat de 10 années. De 10 ans. Ça double ma retraite. Ça ne me rend pas... je ne fais pas fortune, mais bon, je me suis toujours contenté de ce que je ne me suis jamais plaint de ce dont je dispose. Mais, et c'est ce projet que M. Tapie, en compagnie de son héritier qui travaille au Journal de la Provence, c'est ce projet que Bernard Tapie m'a fait tomber à l'eau. Et je n'en suis pas mort. Ouais. Mais bon, j'ai été profondément déçu. D'accord. Barbara Lefebvre. Oui, moi, vous avez l'air de dire finalement que vous êtes engagé auprès de Bernard Tapie parce que c'était pour le bien de la ville de Marseille, que vous espériez que tout ça et la lutte contre le Front National. Mais finalement, rapidement, vous vous êtes bien rendu compte qu'il se servait de l'OM pour se faire une carrière politique sur Marseille qui en réalité n'aboutirait pas parce qu'il avait peut-être d'autres ambitions et que par ailleurs, il avait accepté de rencontrer Jean-Marie Le Pen à Montretout. Donc que là aussi, tout le discours médiatique sur moi, rempart du Front National, il y avait un peu de bidonnage derrière.
Pourquoi vous attendez aussi longtemps pour quitter finalement et rêver, ou en tout cas dire au moins, moi je marche plus, parce que finalement le contrat de départ pour lequel je me suis engagé, qui était Marseille et la lutte contre le FN, en réalité c'est de l'esbrouf. Vous savez, quand en 1988, je me suis engagé auprès de lui, j'ai pris un engagement. Et avec des amis d'ailleurs, je n'étais pas le seul. Nous lui avons dit, nous ne ferons jamais rien qui puisse rentrer en contradiction avec tes intérêts. Ah voilà. Oui. Avant qui commence à faire quoi que ce soit. Voilà, avant qu'il commence à faire quoi que ce soit. Nous allons t'aider pour te faire élire, pour que tu sois élu. C'est ce que nous avons fait et nous y sommes parvenus, puisque nous l'avons bien aidé. Il a fallu chercher la 2 fois quand même. Je n'ai pas le seul. La première fois, il a été battu. Il est battu. Pourquoi? Parce qu'il a été présenté dans une circonscription où on voulait qu'il soit battu. Je vous rappelle qu'en 88, quand il se présentait à l'élection, on est à 1 an des élections municipales. Et les candidats qui ont l'intention de se présenter à la mairie, qui sont Robert Végoulou, le maire sortant, Jean-Claude Gaudin et Michel Peuzet, qui veulent aller à la mairie, se disent tous les trois, mais si Tapie est élu député en 88, en 89, il va vouloir se présenter au municipal. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait tous les trois? Ils lui ont mis une cible dans le dos. Et ils ont essayé de l'éliminer en première instance. Oui, mais c'est la vie politique. C'est Marseille aussi. C'est Marseille aussi. Ça peut monter un peu quand même. Mais attendez, c'est Marseille. Oui, mais c'est vrai que Marseille est une ville particulière, attachante. Oui, c'est vous pouvez dire très particulière. Mais oui, limite mafieuse. Qu'est-ce qu'il faut? Question, Étienne. Excusez-moi, je voulais vous poser une question. On sait que Bernard Tapie, il vient d'un milieu qui n'est pas le milieu en général par lequel on réussit, avec lequel on réussit. En tout cas, ça a toujours été son leitmotiv en disant je ne fais pas partie du sérail, je viens du peuple, etc. Est-ce qu'il est possible qu'à un certain niveau, quand on vient du peuple, on sait qu'il y a des barrières qui se présentent, c'est-à-dire on laisse les gens grimper quand ils sont ambitieux et à un moment, on leur dit basta, tu n'iras pas plus haut. Est-ce qu'il est possible, quand on vient du peuple, d'aller jusqu'en haut sans être un magouilleur? Bérégovoy, il a magouillé nulle part. Il est mort. Oui, mais il est mort parce que on l'a fait passer pour un magouilleur. Et surtout à Marseille. Je pense qu'on peut y arriver, il n'y a pas de raison. Mais à condition d'avoir des qualités. Comme aux États-Unis. Une personne comme Bernard Tapie, qui encore une fois est un véritable génie, avait le moyen d'arriver à ces faits. D'abord, quand en 1914, il fait à Marseille 28% aux européennes, et que la droite fait 17%, et que la gauche fait 6%, on est à 1 an des élections municipales, mais la voie lui est ouverte. Mais moi, ce qui me fascine chez Bernard Tapie, c'est que ses combines, on les connaît. Il a fait de la prison, il a acheté des matchs. Voilà, tout ça, on l'a lu, on l'a relu. Vous le confirmez dans ce livre. Et malgré cela, il conserve une certaine popularité, une fascination. Il y a beaucoup de journalistes qui sont fascinés par Bernard Tapie, qui rêvent de l'avoir sur les plateaux. D'ailleurs, il est assez intimidant face aux journalistes parce qu'il sait faire. Il monte le ton, il agresse, etc. Ce qui fait qu'il peut faire passer n'importe quel mensonge pour une vérité avec un certain talent, mais cette fascination, elle perdure. Alors là, il est au seuil de sa vie, il est très malade, mais comment expliquez-vous que cette fascination a toujours été là, malgré tout ce qu'on a pu dire et écrire, et puis qui a été les choses avérées sur Bernard Tapie? Parce qu'il a un savoir-faire exceptionnel. Il a un grand charisme, il a une force de conviction et de séduction. Il a une force de conviction et de séduction énorme. Mais enfin, je veux dire, il dit ce que les gens veulent entendre. Mais les Français, pour reprendre ce que dit Étienne, se reconnaissent. Pourtant, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus parmi le peuple. Mais se reconnaissent, des Français populaires vont se reconnaître en Bernard Tapie. Regardez, allez-y. Vous êtes journaliste. Son savoir-faire avec les journalistes est exceptionnel. Oui, complètement. Pourquoi? Parce qu'il a conscience lui-même qu'il fait un certain nombre de choses et qu'il a fait un certain nombre de choses qui peuvent lui être reprochées. Et les seules personnes qui ont la possibilité de le dénoncer ou de le démasquer, ce sont en priorité les journalistes. C'est pour ça qu'il craint les journalistes, et c'est pour ça qu'il les déteste. Et quand il est face à un journaliste, son savoir-faire est le suivant. Il agresse d'entrée, il impose un rapport de force qui fait que soit le journaliste rentre dans sa coquille, et si le journaliste résiste, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il s'en va. Comment vous avez fait pour échapper à la tôle, vous?
pas aller en prison. Non, mais je suis étonné parce que vous avez été quand même aux côtés de tout le monde. Après, je vous précise une chose. J'ai commencé une activité salariée en 1966 au retour de mon service militaire. Et c'est pas une insulte, hein, parce que quand vous avez été tout le long des magouilles. Non, mais j'ai commencé à être salarié en 1966 au retour de mon service militaire. Et j'ai pris ma retraite en 2006, 40 ans après. Mais pendant toutes ces années, j'ai été salarié. Je ne suis pas un voyou. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'ai pas de raison. Il n'y a jamais regardé ce qu'il y avait dans l'enveloppe et vous avez jamais. Non, mais c'était. Moi, j'aurais pas. Oui, pourtant, je suis très curieux. En tout cas, vous êtes témoin que le football français était, à l'époque, en tout cas, je ne me hasarderai pas sur actuellement. Enfin, il était quand même corrompu jusqu'à l'autre. Non, je ne parle pas du football français en général. Je parle du football. Je parle des interventions de Jean-Pierre Abernès. Jean-Pierre Abernès, je le répète. C'était le seul en France. Jean-Pierre Abernès, c'est le plus grand corrupteur du football français de tous les temps. Il y en a peut-être d'autres. Il a avoué lui-même. Et aujourd'hui, il est dans une place prépondérante, agent des entraîneurs de l'équipe de France. Donc il y a bien un système. Donc il y a bien un système de corruption qui tolère quelqu'un comme Abernès. C'est pas le seul dans le football français. En matière de sport, je vais vous expliquer. Lorsque les athlètes sont de même niveau, c'est toujours le plus malin qui gagne. Lorsqu'ils sont de même niveau. Bon, alors, à ce que concerne la corruption ou le dopage, constatons aujourd'hui, on est à Paris. Le Paris Saint-Germain est un club dopé, entièrement dopé. Mais dopé financièrement. D'accord. Vous avez failli un peu, M. Patani. On va arrêter là. Merci, Marc Patani. Le cinéma a été dopé. Le mystificateur. Le livre est aux éditions de l'Archipel. Merci d'être passé par le grand oral des GG. Bonne journée. Et à demain 9h avec Elina Dumont, Gilles William Goldnadel, David Dickens et l'ancien patron des flics, Frédéric Pechnard. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.